Alors, le premier auteur dont je souhaiterais vous parler est Aristote, et je m'appuierai principalement sur son livre La Politique, et notamment sur trois idées. Alors, la première idée, on va voir un peu qu'est-ce qu'Aristote sous-entend quand il dit que l'homme est un zoon politikon, un animal politique. Qu'est-ce qu'il sous-entend? Deuxième idée, la question des bons régimes pour la cité. Qu'est-ce qu'un bon régime? Qu'est-ce qu'un mauvais régime? La troisième question, c'est la délibération. La délibération, qu'est-ce que la délibération peut apporter à la cité et comment est-ce qu'on peut bien délibérer? Alors, premier point, la question du zoon politikon. Qu'est-ce qu'Aristote sous-entend à travers cette expression? Alors, il en parle principalement dans le livre 1 de la politique, mais également, et j'aimerais vous lire un passage, mais également dans le livre 3. Dans le livre 3, il y a une synthèse intéressante de ce point. Nous avons d'abord à déterminer les points fondamentaux, en vue de quelle fin un État est-il constitué et combien y a-t-il d'espèces de l'autorité ayant pour objet l'homme et sa vie en société. Dans la première partie de ce traité où se trouve défini ce qui a rapport à l'économie domestique et à l'autorité absolue du maître, nous avons indiqué, entre autres choses, que l'homme est par nature un animal politique. C'est de là vient que, même quand ils n'ont pas besoin de l'aide les uns des autres, les hommes n'en désirent pas moins vivre en société. Je passe, dans la même page, je vous lis une autre citation, parce que je vois qu'il y en a qui bâillent ou qui s'ennuient, ou qui bavardent. Alors je vous lis une autre citation. C'est même certainement cette vie heureuse qui est la fin principale d'une société, à la fois pour tous ses membres pris collectivement et pour chacun d'eux en particulier. Alors, le zoon politikon, en fait, sous-entend que la cité est quelque chose de naturel à l'homme, est quelque chose de naturel à l'individu. L'homme est fait pour vivre dans la cité, c'est dans sa nature de vivre dans la cité. Alors, attention à être bien prudent avec ce que dit Aristote. Chez Sartre, l'existence précède l'essence. D'abord on existe, on n'est rien, et puis après on devient quelque chose à travers ses actes. Chez Aristote, c'est l'inverse. L'essence précède l'existence. Chez Aristote, notre essence, c'est de vivre en société. Alors Aristote, c'est de vivre dans la cité, dans la société. Alors Aristote, à un moment, différencie deux lieux. Premièrement, la sphère domestique, où là, il y a une inégalité, par exemple, entre hommes et femmes, que bien évidemment, je ne cautionne pas. Dans la sphère domestique, il y a une inégalité entre l'homme et la femme, entre l'homme et l'esclave. Alors que dans la sphère politique, nous dit Aristote, là, il y a l'isonomie, l'égalité de tous devant la loi. Et l'égalité de tous, ça veut dire que tout homme libre peut participer aux délibérations de la cité. Alors que les femmes, les esclaves et les étrangers en sont exclus. Alors, deuxième point, maintenant, la question des bons et des mauvais régimes. Le fait que l'homme vive en société, le fait que l'homme vive en société est naturel et que la cité soit naturelle, c'est une chose, mais par contre, l'organisation de la cité n'est pas du tout naturelle. Et là, Aristote, contrairement à Platon, ne cherche pas le meilleur régime, la cité idéale. Il cherche quel est le régime qui convient le mieux à telle ou telle cité. Eh bien, dans telle cité, c'est la royauté qui convient le mieux, c'est-à-dire le gouvernement d'un seul en vue du bien commun de tous. Et c'est le meilleur des bons régimes, nous dit Aristote. Il y a aussi l'aristocratie. L'aristocratie, c'est quand c'est les meilleurs qui gouvernent en vue du bien commun de tous. Et enfin, nous dit Aristote, il y a la politeia. La politeia, traduit aussi, la politeia, qui reflète en fait lorsque l'ensemble des citoyens gouvernent en vue du bien commun de la cité. Alors le problème, nous dit Aristote, c'est que la politeia, c'est le moins bon des bons régimes. Toutefois, nous dit Aristote, c'est aussi le régime qui convient le mieux. C'est le régime qui convient le mieux à notre nature humaine imparfaite. Nous faisons partie du monde terrestre qui est imparfait et non du monde céleste qui lui est parfait. Et là, du coup, nous dit Aristote, le problème, c'est que tous ces régimes, ils vont être pervertis, ils vont dégénérer. L'histoire nous montre qu'au bout d'un moment,
celui ou ceux qui gouvernent ne cherchent plus le bien commun de la cité, mais ils cherchent leur propre intérêt. Ça veut dire Ça veut dire qu'à un moment, la royauté devient tyrannie, et c'est le pire des mauvais régimes, nous dit Aristote. L'aristocratie devient oligarchie, et ça veut dire que les meilleurs ne gouvernent que pour leurs propres intérêts. Et la politeia devient à un moment démagogie. Et démagogie, ça veut dire qu'à un moment, c'est l'ensemble des citoyens qui gouvernent en vue de leur propre intérêt. Et de ce point de vue, Aristote est peut-être le premier penseur à avoir montré les dégâts que la pauvreté crée justement au sein du monde politique, puisque la pauvreté empêche chaque citoyen collectivement de participer aux délibérations en vue du bien commun. Alors, le dernier point sur lequel je voulais insister est la délibération. Alors, je vais commencer par vous lire un extrait du livre 3, chapitre 11 de la politique, où Aristote montre justement à quel point la délibération est précieuse et peut servir pour la cité. Je cite Aristote: « La multitude, en effet, composée d'individus qui, pris séparément, sont des gens sans valeur, est néanmoins susceptible, prise en corps, de se montrer supérieure à l'élite de tout à l'heure, non pas à titre individuel, mais à titre collectif. C'est ainsi que les repas où les convives apportent leur écho sont meilleurs que ceux dont les frais sont supportés par un seul. Dans une collectivité d'individus, en effet, chacun dispose d'une fraction de vertu et de sagesse pratique, et une fois réunis en un corps, de même qu'ils deviennent en quelque manière un seul homme pourvu d'une grande qualité de pieds, de mains et de sens, ils acquièrent aussi la même unité en ce qui regarde les facultés morales et intellectuelles. » Alors c'est là où Aristote nous montre, vous voyez, l'importance de la délibération. La délibération permet aux hommes d'avoir une prise sur leur futur, sur leur destin, en privilégiant justement l'intérêt commun et non la recherche de leur intérêt privé. Pris individuellement, chacun est faillible et imparfait et limité, mais en mettant en commun justement nos points de vue. Et c'est là, Aristote nous dit, ce qui différencie justement l'homme de l'animal, c'est le logos au sens à la fois de parole et de raison, de capacité à réfléchir. Et donc, à un moment, dans la délibération, notre point de vue, exprimé publiquement, il se confronte à celui des autres, ou bien il est complété par celui des autres, avec un point de vue qui est peut-être individuellement parlant tout aussi imparfait que le nôtre, mais collectivement, qui peut donner quelque chose de supérieur à une simple addition des parties. La délibération nous permet de fabriquer une opinion commune qui nous élève tous intellectuellement et qui permet également de réfléchir à l'action. Je vais finir par ça. La délibération nous permet d'atteindre le bien commun, l'intérêt de tous dans la cité, et non pas d'être soumis aux volontés arbitraires et à la tyrannie d'un seul qui nous dit quoi faire et quoi penser. La délibération nous permet tous de réfléchir collectivement à notre avenir commun et non pas se laisser dicter nos lois par un seul ou par une oligarchie qui ne regarde que ses propres intérêts.